Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il s'appelle Pierre Kachadile Boukassa Mouteba, ministre plénipotentiaire de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Libreville au Gabon. C'est lui l'invité de ce soir dans votre magazine Le Point. Bienvenue, Monsieur Kachadile. Merci beaucoup, Monsieur. Diplomate de carrière à Libreville, depuis quand? Depuis une douzaine d'années. Une douzaine d'années. Aujourd'hui, comment se présente la diplomatie congolaise? À l'instar de d'autres nombreux secteurs de notre pays, je dirais que la diplomatie est aussi malade. C'est fort. Hein? Oui, très fort. Malade, la diplomatie congolaise souffre de quoi exactement? Mais vous vous rendrez compte que lorsqu'on a connu, depuis le départ du maréchal Mobutu, on a connu une forme d'instabilité liée d'abord à la partition du pays en 3 secteurs, dirigés par des mouvements militaires, politico-militaires, et puis après des négociations à négociations. Bon, l'insécurité qui provoque à l'Est, notamment au nord et au sud Kivu, vous n'allez pas me dire que ça peut laisser la diplomatie indemne. Je ne pense pas. Parce que les ressources qui pouvaient par exemple aller dans tel coin doivent aller dans un autre. Dans les efforts de guerre. Voilà, des choses comme ça. La diplomatie est aussi malade. Qu'est-ce qui handicape cette diplomatie aujourd'hui? Bon, c'est la moindre considération d'un secteur vital pour le pays. Par exemple, je vous dirais qu'on est devenu trop politisé au pays. Parce que la diplomatie traditionnelle se repose sur l'administration. Et quelle administration? L'administration du ministère des Affaires étrangères. Autant je peux distinguer 2 catégories de diplomates, parce que tout le monde ne peut pas se dire diplomate stricto sensu. Il y a des diplomates de carrière que je suis, et puis il y a des diplomates ad hoc. Des gens qui vont en conférence, en mission, sont des diplomates. Pendant le court moment de leur prestation sur le sol des États d'accueil, ce sont des diplomates. Il y a, par exemple, le chef de l'État est un diplomate. Hein. Les ministres qui voyagent sont des diplomates. Ad hoc. Et puis, il y a des diplomates de carrière que nous sommes. Et dans les ambassades, il y a aussi d'autres diplomates qui ne sont pas des diplomates de carrière. Ceux qui viennent, par exemple, des services de renseignement, du ministère de l'Éducation, du ministère des Finances, ne sont pas des diplomates à proprement parler. Ce sont des diplomates, comment on les appelle, hors cadre. Et moi, je suis un diplomate ayant plein pied au ministère des Affaires étrangères, pas eux. Et ils viennent d'autres services. On les appelle des diplomates hors cadre. Mais dans le rôle aussi est... Ah bon, est prépondérant, hein, on ne minimise pas leur travail parce que nous faisons pratiquement le même travail. Si un monsieur qui vient des services de renseignement peut avoir un passeport diplomatique de couverture ou à l'époque des opérateurs radio qui sont en fait des agents techniques, on peut leur conférer ce qui est discutable, des passeports diplomatiques pour leur donner une couverture. Ces gens font leur travail avec abnégation lorsque les conditions sont bonnes. Et jusque-là, vous n'avez pas donné les mots qui rangent réellement la diplomatie. Je ne vous donne pas. Je vous donne un exemple. Allez-y. La loi sur la gestion des agents de l'État dit par exemple qu'à 65 ans, on doit être retraité. Bon. Il n'est pas dit que lorsqu'on est dans une ambassade, on est exempté de l'obligation de respecter cela, ou que les autorités appliquent cette disposition de la loi. D'ailleurs, c'était une loi de 81 qui a été amendée en 2016, et elle a été renouvelée, et là-dedans, j'avais lu, il faut 65 ans pour aller à la retraite. 65. Mais dites-vous, avec la crise dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des diplomates qui ont 70 ans, 80 ans, qui sont là, qui sont en poste. Alors, ils pénalisent ceux qui sont à la centrale, qui attendent leur tour pour aller prester dans les ambassades. Mais c'est une grave crise. On ne retraite pas aux affaires étrangères chez nous. On ne retraite pas. Dans d'autres ministères, oui, mais chez nous, non. Et cette situation a amené certaines personnes à croire que les organes de l'État, tels les ambassades, deviennent comme des biens privés ou des biens sans maître. Vous voyez, c'est une grave crise. Et je sais aussi, dans les us et coutumes, je sais qu'un diplomate doit absolument faire 4 ans. Oui. Mais vous avez 12 ans. Mais bien sûr.
Donc vous êtes aussi dans, Mais bien sûr. dans ce lot-là. Mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de démissionner ou de dire que Non, non, ça- un fonctionnaire. Moi, je suis fonctionnaire d'abord. Je suis envoyé à l'extérieur en tant que fonctionnaire. Donc, il y a des lois qui me régissent. Je ne peux pas démissionner étant là-bas. Je deviendrai un opposant alors. Tu es en poste et tu démissionnes. Non, on démissionne ici à la centrale. Je devrais demander d'abord mon retour et puis après, et puis démissionner. Ou bien Mais- demander une nouvelle affectation. Voilà, par exemple. par exemple. Ça a été fait, mais ça n'a pas abouti. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas aussi facile. Hein, votre question est très facile. Vous savez, lorsqu'on va en poste, il y a des attaches. Pourquoi on dit 4 ans? C'est pour éviter aux diplomates d'avoir des attaches dans ce pays. Il y a des gens qui ont fait des enfants dans ce pays-là, qui sont scolarisés dans ce pays. Vous voyez, avec d'autres systèmes qui ne correspondent pas aux nôtres. Alors vous allez dire à cette personne-là, bon, quittez. Mais ces enfants vont faire comment? Vous voyez, je vous donne un exemple. Nous, on a un système pratiquement belge d'enseignement, hein, le bouquinage et tout ça. Il y a des pays, par exemple, qui ont un système français de synthèse. Les enfants vont à l'école, ils approchent, par exemple, l'obtention du bac. Et vous dites, bon, vous partez comme ça. Non. C'est ce que j'appelle la restructuration. Il faut restructurer tout ça, appliquer la rotation régulièrement pour éviter l'accumulation des années. Moi, j'ai dit 12 ans, c'est trop. Mais il y en a qui ont 25, 30. Donc restructurer le ministère des Affaires étrangères, Oui. revoir les salaires des fonctionnaires Bien sûr, qui sont dans différentes ambassades. bien sûr. Là, c'est sur le plan interne. Sur le plan externe, aujourd'hui, vous êtes diplomate de carrière, comme vous l'avez dit. Si aujourd'hui, en face, vous voyez la politique étrangère de la République démocratique du Congo, comment vous allez la juger sur le plan extérieur? Sur le plan extérieur, Comment on nous perçoit à Ouais. l'extérieur du pays? Bon, on a eu, avant ça, je devrais vous signaler quelque chose. On est passé de la diplomatie classique à l'itinérance politique accrue. C'est-à-dire, vous voyez, les chefs d'État chez nous ont eu cette habitude. Envoyer les émissaires, les envoyés spéciaux, ainsi de suite. Et des fois, à l'insu des missions diplomatiques et post-consulaires. Ou bien ils sont avertis la veille qu'il y a telle autorité qui va venir avec un message spécial du chef de l'État. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi ça a pris l'habitude? C'est parce que les gens ont perdu la notion réelle ou la valeur de la diplomatie classique. Ils ont perdu, vous savez, c'est un problème d'intérêt. Ils disent, bon, on va aller vite, ça peut-être prendra du temps. Bon, je envoie tel, allez voir tel collègue à l'étranger. Mais ça a des mauvais côtés. Quels sont ces mauvais Je côtés? vous donne par exemple, du point de vue de la facilitation protocolaire. Lorsqu'une autorité veut quitter ce pays pour venir dans une ambassade, il faut que l'ambassade soit informée par les canaux classiques, hein, par les transmissions. Pourquoi? L'ambassade va prendre une note verbale à adresser au ministère des Affaires étrangères pour que ces gens-là soient bien accueillis. Qu'il y ait par exemple la dotation des véhicules qui vont les conduire. Si vous ne faites pas ça, le couac viendra du fait que lorsque les autorités du pays vont contacter directement les autorités de l'autre pays, ils seront dans la précipitation. Au point où nous avons vécu par exemple des manques de véhicules, il y a des membres d'une délégation qui n'ont pas de véhicule. Alors l'ambassade doit venir dans la suppléance. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis, obtenir des rendez-vous auprès des chefs d'État. Il faut un timing. Il ne faut pas toujours mettre la pression sur les pays partenaires. Vous voyez, bon, il y a un monsieur qui viendra demain, vous commencez à faire pression. Ces choses doivent se faire dans la semaine, tranquillement. Hein, vous écrivez, on vous répond, vous téléphonez, tout est apaisé. Vous voyez, c'est ça où, comment dirais-je, l'accentuation de l'itinérance diplomatique, des fois pose problème. Il faut utiliser les diplomates qui sont dans des ambassades, notamment les chefs de mission et ses collaborateurs. L'avantage, c'est en utilisant ces Mais c'est ce que je vous dis, c'est diplomaties. pour créer des conditions favorables d'accueil, par exemple, d'accueil et de recherche d'accueil auprès des autorités, les audiences, par exemple. Je répète ma question. Ouais. Comment on perçoit la RDC à l'extérieur du pays? Quelle image a la RDC à l'extérieur du pays? Bon, c'est à boire et à manger. C'est-à-dire? Je connais des gens qui raffolent de notre pays.
Je vais vous donner, je vais vous faire, je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. Il y a un diplomate d'un pays étranger. On lui a fait peur, on lui disait, il ne faut pas aller là-bas, tout ça. Et qui disait ça? C'est un Congolais. Le monsieur a eu peur à un moment donné. Et puis après, il a accepté de venir comme chef de mission ici. Il arrive ici, il appelle le Congolais qui était resté dans son pays, en Amérique là-bas. Il dit, mais vous m'avez raconté des choses. Mais c'est un pays merveilleux. Merveilleux, parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qui se passe, par exemple, au Nord Kivu, c'est à Kinshasa. Alors, il faut leur dire que non, il y a 2000 ou 2500 km qui séparent ce point névralgique avec la capitale. C'est vrai, bon, il y en a aussi qui vilipendent notre pays, ça c'est tout à fait normal. Mais il y a plus de Congolais qui sont nos frères qui vilipendent notre pays à l'extérieur. Hein. Vous voyez, qui donnent la peur aux autres de venir. Et ça, c'est pas bien. Et vous, à Libreville, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'amener nos frères congolais, de les ramener à l'ordre? Bon, ça, c'est personnel, hein, je vais le dire. J'utilise ma casquette de diplomate pour attirer certaines jeunes personnes hein, qui viennent vers moi. Je leur montre le bien fondé d'aimer son pays. Mais c'est difficile. Hein. Mais par contre, par rapport aux diplomates, là, nous faisons notre travail. Nous montrons le bien fondé, nous montrons la valeur qu'occupe notre pays. Aujourd'hui, mes enfants sont à l'école, par exemple, ils viennent nous raconter comment les professeurs vendent notre pays grâce à la détention des matières rares, des minéraux rares que nous avons. Et il y a même un professeur qui a montré le téléphone pour dire ça vient du pays de ces jeunes Bokassa. Vous voyez, nous sommes bien perçus, hein, nous sommes bien perçus au pays, mais nous devons faire maintenant des efforts pour amener nos compatriotes à ne plus faire de l'autoflagellation sur leur pays. Ce n'est pas bon. Le chef de l'État, on a un nouveau président de la République depuis le mois de janvier dernier. S'il vous posait la question, M. Kachadile, que doit être mon programme diplomatique, quelle sera votre réponse? La restructuration de la diplomatie. Je l'ai dit ici, beaucoup de fois, la restructuration. Le chef de l'État doit faire du ministère des Affaires étrangères le centre de ses préoccupations pendant son mandat. Savoir, le diplomate, c'est qui? Qu'est-ce qu'il faut pour lui pour qu'il travaille bien? Quel est le profil du diplomate qu'on doit envoyer à l'extérieur? Quel genre d'ambassadeur, moi, le chef de l'État, je dois signer le décret pour être accrédité dans un autre pays, à qui je veux remettre les lettres de créance, autrement les lettres de confiance. Savoir qui est qui. Parce que le danger serait d'envoyer quelqu'un, vous êtes chef de l'État, vous envoyez quelqu'un qui ne défend pas bien votre cause par la politique étrangère. Ou bien quelqu'un qui va à l'ambassade pour ses affaires personnelles, qui considère les collaborateurs comme des gens qui travaillent chez lui à la maison, qui est un chef de mission conflictuel, qui maltraite, malmène les gens. Les gens comme ça, le chef de l'État doit regarder au ministère des Affaires étrangères, redonner au secrétaire général sa place comme autorité administrative, le numéro 1 de tous les fonctionnaires. La priorité du chef de l'État aujourd'hui doit être orientée auprès de la Chine, auprès de l'Union européenne, auprès des États-Unis. Le besoin aujourd'hui pour la RDC, c'est quoi sur le plan de la politique étrangère? Vous savez, en diplomatie, il n'y a pas d'état d'âme, hein. Il y a des intérêts. Le chef de l'État doit axer sa force ou son intelligence sur les intérêts du pays. Si c'est la Chine qui nous donne plus d'intérêts, pourquoi pas? Si c'est l'Occident, pourquoi pas? Nous devons avoir une coopération où tout le monde gagne. Plus des contrats léonins, où ce sont les autres qui viennent chez nous, qui prennent nos minéraux, qui prennent notre terre, qui amènent ça. En contrepartie, il n'y a rien. Il n'y a aucun développement aux alentours. Non. Je le disais tantôt, vous résidez pour le compte de la RDC à Libreville. Oui. Vous êtes ministre plénipotentiaire là-bas, à Libreville, pour le compte de la République démocratique du Congo. Le Gabon fait partie du CEMAC. La CEMAC. La CEMAC. Aujourd'hui, est-ce que la RDC, que peut tirer la RDC dans la CEMAC? Bon, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que cette bipolarité pose un tout petit peu un problème parce que la CEMAC est composée des ex-colonies françaises, à l'exception de la Guinée équatoriale, qui ont tous une monnaie qu'on appelle CFA.
Nous, de la RDC, nous ne sommes pas de la CEMAC, nous sommes de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Là-dedans, on trouve les 6 pays de la CEMAC, plus la RDC, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, qui est encore Sao Tomé et Principe. Et puis, oui, je crois que c'est tout. Vous voyez, donc, les Européens avaient pensé à un moment donné de faire fusion des 2 structures. Mais il se pose un problème sérieux. Quel est ce problème? Monétaire. Parce que comment voulez-vous que nous soyons dans... Parce que les autres s'appellent communauté économique et monétaire. C'est mal. Hein? Il y a la monnaie qui est le dénominateur. Voilà. Mais nous ne sommes pas là-dedans. Alors, il y a 2 possibilités. Ou soit, nous les rejoignons par rapport à la monnaie, et nous entrons là-dedans. Ou bien, et ils quittent leur monnaie, ils nous rejoignent. Ou bien, on fait abstraction de ces choses-là, on se met ensemble avec des nouvelles dispositions qui vont faire que, même sans avoir une monnaie commune, nous sommes ensemble. Bon, il y a des recherches, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Il y a beaucoup de gens de la CAC et de la CEMAC qui réfléchissent là-dessus. Vous voyez, et puis il y a des conditions pour comment rejoindre la CEMAC. Par exemple, du point de vue du pourcentage du déficit par rapport au PIB, ils exigent 3%. C'est-à-dire que nous devons... Alors nous avons un déficit qui va au-delà. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça et les diplomates et les personnes chevronnées sont en train de réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, quelles doivent être les relations entre la République démocratique du Congo et les pays frontaliers? D'abord, on commence ici en Afrique. Je vois les pays de l'Est, donc je vois les pays de la CIRGL qui composent la CIRGL. Oui, nous devons d'abord avoir une politique de bon voisinage. Et cette politique doit être réciproque. Parce que nous pouvons, brandir ou dire que nous voulons le bon voisinage. Et si les autres ne veulent pas du bon voisinage, je crois que le bon voisinage perd son sens. Nous devrions avoir des bons rapports avec les autres. Et les autres doivent nous respecter. Et comment faire alors pour se faire respecter, pour avoir un rapport de bon voisinage? Mais c'est par la négociation, par la diplomatie d'abord. Hein, parce qu'on définit la diplomatie comme étant la conduite des négociations et des représentations entre des personnes, entre des groupes et des nations. Hein, sans violence, c'est ça la diplomatie. Parce qu'en relation internationale, il y a 2 types de relations. Il y a des relations conflictuelles et des relations amicales. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Mais il faut s'asseoir sur une table, sous l'arbitrage de foi de la communauté internationale, pour démontrer aux autres que voilà, mon voisin tel me provoque, ou bien m'assaille, et que des dispositions ou des sanctions peuvent être prises par rapport aux États récalcitrants. Lors des 10 dernières années, la RDC a eu des problèmes avec le Rwanda, l'Ouganda, voire même l'Angola, en ce qui concerne le pétrole. Sur le plan diplomatique aujourd'hui, comment on peut résoudre ce problème? Toujours par la négociation. Moi, par exemple, pour l'exploitation du pétrole qui est entre les deux frontières, je crois qu'un travail là, est en train d'être fait. Par exemple, il y a le gaz, l'Ouganda, je crois, et puis le pétrole et gaz, hein, entre les deux, Ouganda et Rwanda. Je crois que même eux, les autorités de ces pays-là doivent se fatiguer d'être toujours... En diplomatie aussi, on ne va pas en position de faiblesse. Hein? Pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, les atouts, les points forts de la RDC, c'est quoi? Les points forts qu'elle peut présenter lors des négociations avec ces pays? Nos potentialités, nos richesses potentielles. Vous savez, lorsque vous êtes mon voisin, vous me dérangez, pour une raison économique, par exemple, vous voulez prendre les matières premières, et qu'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas mon voisin immédiat, qui veut la même chose, je crois que cette personne-là va me donner la force, soit de vous convaincre, ou de vous amener par des moyens peut-être durs, à comprendre que nous devons cesser d'être des ennemis. Vous voyez? Mais moi, j'ai privilégié d'abord la diplomatie. Les hommes doivent parler avant d'en arriver aux armes. Moi, je suis diplomate, je ne suis pas militaire. Vous avez évoqué dans cette émission, comment je peux l'expliquer, vous avez évoqué que la plupart, ce sont plutôt les Congolais qui vivent à l'extérieur, qui vendent une mauvaise image de la République démocratique du Congo. On a le cas de ceux dont on appelle combattants en France, tout ça. Vous êtes diplomate de carrière. Aujourd'hui, quelle stratégie pour amener ces gens-là à aimer le Congo, à ne plus s'autoflageller?
Merci, M. Joanne. Mais moi, je vais ramener cette question d'abord. Avant d'aller à la diplomatie, la diplomatie est une science humaine, hein. Je vais aller d'abord sur le plan spirituel. Excusez-moi. Vous savez, le pays, c'est comme votre mère. C'est votre maman, le pays. Vous savez, lorsque vous montrez du doigt votre maman, parce qu'elle a des défauts, vous vous maudissez vous-même. Vous voyez, nos compatriotes qui ont eu l'habitude de parler du mal de leur pays. Parce qu'il y a une différence. Il y en a qui confondent les acteurs politiques et le pays. Il faut faire une démarcation entre les deux. Moi, je peux condamner le comportement d'un acteur politique sans pour autant dire que mon pays est mauvais. Parce que les relations humaines sont dynamiques. Alors, lorsqu'ils font ça, ils tuent leur propre pays. Et moi, j'étais en Europe, j'ai vécu là-bas longtemps. Il y a un moment où les nationaux de ce pays vous rappellent que vous êtes étranger, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à la faculté. Ils vont vous noter, par exemple, au cours des examens, des notes qui ne correspondent pas à votre intelligence, parce que vous êtes étranger. Vous pouvez être dans un bistrot, vous piétinez quelqu'un et vous dites, mais merde, allez chez vous, excusez-moi le terme, hein, rentrez chez vous. Moi, j'ai dit, on est mieux que chez soi. On est mieux qu'ici, quoi qu'il y ait des difficultés. Et maintenant, les hommes doivent réfléchir pour rendre ces difficultés-là dans la forme de disparaître. Les difficultés doivent disparaître ou être amoindries pour amener les compatriotes à commencer à parler de leur pays en bien. Vous voyez, c'est ça. Donc, sur le plan spirituel. Et maintenant, sur le plan diplomatique, nous, les diplomates, nous faisons toujours notre travail. Nous le faisons. Nous démontrons combien les accords bilatéraux sont nécessaires entre un pays et un autre. Nous démontrons combien notre pays est un pays qu'il faut visiter, qu'il faut venir voir. Nous le faisons. Et je crois que ça va porter des fruits avec le temps. Je rappelle que vous êtes aussi auteur du livre « Privilèges, immunité diplomatique et consulaire ». Sont-ils dépassés? La motivation est venue d'où? C'est lorsque j'avais constaté un écart entre les politiques internes et la Convention de Vienne, qui est un traité qui a prépondérance sur les politiques internes, je me suis dit, il y a un problème. On ne respecte plus la Convention de Vienne. Qu'il s'agisse des immunités liées à la personne du diplomate ou les immunités liées aux locaux, qui sont des immunités absolues, et les privilèges de courtoisie et des privilèges fiscaux et douaniers, je me suis dit qu'il y a un grand écart. Vous savez, un diplomate, c'est un grand monsieur. On ne fouille pas les effets d'un diplomate comme le ferait pour un petit commerçant. C'est vrai, il peut y avoir suspicion, mais en ce moment-là, on engrange des mécanismes qui ne froissent pas les bonnes relations entre États. Moi, j'ai vu des douaniers discuter avec des diplomates dans des aéroports, sans égard. J'ai vu les passeports diplomatiques trimbalés d'un guichet à l'autre, avant qu'on y appose le cachet d'entrée. J'ai vu toutes ces choses-là, je dis, mais c'est pas possible. J'ai vu le peu de considération qu'on peut avoir vis-à-vis d'un diplomate d'un pays moins riche que vis-à-vis d'un diplomate d'un pays riche. Tous ces écarts-là m'ont amené à concevoir ce livre-là. Et vous avez proposé quoi comme solution? La révision, j'avais lancé un cri vers les législateurs onusiens qui sont à la base de la Convention de Vienne et de beaucoup de résolutions liées aux immunités et privilèges. Je leur ai demandé qu'ils revoient, qu'on adapte la Convention de Vienne par rapport au temps actuel. Donc il y a des réformes à faire. Ah oui, obligé. Quelles sont ces réformes en 2-3 mots? Par exemple, si vous pouvez citer. Par exemple, je parle des immunités. Vous savez, les immunités que jouissent les diplomates viennent en fait des immunités, par exemple les ambassadeurs, viennent des immunités qui leur sont conférées par les chefs d'État à travers les lettres de créance. Vous voyez? Donc un chef d'État dit à son représentant, allez donner à mon collègue ces documents, et ces documents vous garantissent la sécurité, ainsi de suite. Mais on remarque que malgré ça, les diplomates souffrent beaucoup. Il y a plus de considération. Vous en êtes victime aussi, à nouveau là-bas? Pas moi personnellement, mais j'ai assisté à des scènes où
Je donne un exemple. Au cours des manifestations, il y a des pays puissants, parce qu'il y a le poids hein, des pays hein, qui fait que dans les relations diplomatiques, on ressent ça. Alors que dans la Convention, il y a une égalité fictive. Hein, on dit, bon, tous les pays sont égaux et tout ça. Mais ce n'est pas vrai en réalité. En réalité, en pratique, on sent la puissance de certains États qui font que la considération, eu égard aux immunités et privilèges, peuvent différer d'un État à l'autre. Vous voyez, toutes ces choses-là m'ont amené à dire, c'est pas possible ça. Un diplomate américain n'est pas comparable à un diplomate d'un pays africain. C'est normal, non? Ce n'est pas normal. C'est réaliste, mais ce n'est pas normal. La normalité, c'est pas ça. La normalité, c'est que lorsqu'on énonce un principe, on doit respecter ce principe. C'est ça qui est normal. Est-ce que vous pensez que c'est pas une utopie tout ça? Qu'un diplomate américain puisse être considéré, bon, je ne vais pas citer le nom du pays, quoi, comme un diplomate d'un pays moins riche, moins puissant. Oui, dans le cadre de la Convention de Vienne et de ce qui est écrit dedans, puisqu'ils ne l'ont pas dit. Ils n'ont pas dit ce que nous sommes en train de dire, qu'il doit y avoir une différence. Non, ils n'ont pas fait allusion à ça. Ils mettent tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais maintenant, quant à la réalité, à la pratique, même pas la pratique, la réalité, là c'est autre chose. Nous remarquons que le poids de leur pays, il reflète ce poids-là, ces diplomates. Vous, de la RDC, vous êtes aussi 2 fois victime de ça? Mais comme tout diplomate africain. Ah oui, comme tout diplomate africain, je dirais même que 2 fois, nous avons même de la chance. Parce que les gens qui nous voient les minéraux. C'est une chance, non? Les gens qui regardent un diplomate congolais voient la richesse de ce pays, la grandeur de ce pays. Mais il y a d'autres pays qui sont insignifiants. Pardon, du point de vue économique et même du point de vue stratégique. Donc, si vous étiez ministre des Affaires étrangères, à l'époque où la maison Schengen était interdite d'œuvrer ici en République démocratique du Congo, vous aurez pu appuyer cette décision? Mais pourquoi pas? Parce que, vous savez, les relations diplomatiques ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Parce qu'on parlait même aussi de la manière dont on traitait nos diplomates, tout ça. Oui, oui, oui. Les relations sont dynamiques et les conflits sont humains. Hein, les conflits que l'on peut amener sur un plateau diplomatique, les conflits sont d'abord humains. Lorsque nous ne nous entendons pas sur quelque chose, c'est tout à fait normal que les autorités de cette époque puissent décider, par exemple, de la fermeture de cette maison. Et maintenant, il faut revoir. C'est ce qui a été fait. Oui, avec le temps, on doit revoir maintenant les intérêts, hein, les tenants et les aboutissants de la décision. On peut améliorer les rapports. Les rapports diplomatiques sont terribles. Hein. Aujourd'hui, on ne s'entend pas bien. Et vous expulsez un diplomate de chez moi, j'expulse un diplomate de chez vous, mais nous restons en rapport. C'est dans l'élégance, c'est des choses dures, mais qui sont élégantes. Vous chassez un diplomate, moi je chasse un diplomate, vous déclarez un diplomate de chez moi, persona non grata, c'est le terme requis, mais moi aussi je cherche un diplomate du même rang chez moi, je vous le renvoie. Qu'est-ce que vous entendez par ingérence dans les affaires intérieures d'un pays? Cette notion à revoir. Quand est-ce qu'il y a ingérence? Quand est-ce que l'ingérence commence? Quand est-ce qu'elle s'arrête? Vous voyez, nous sommes maintenant dans une interdépendance terrible dans le monde. Vous savez, le boulevard de l'information, par exemple, l'Internet. Ce qui se passe chez moi aujourd'hui, à la seconde, est connu là-bas. Vous voyez? Alors, comment voulez-vous? Mais il y a déjà de l'ingérence par les médias. Terrible. Vous avez dit tout à l'heure, ce que je dis ici, on va me suivre dans le monde entier. C'est une forme d'ingérence. La défense des droits de l'homme, le concept de droit de l'homme, par exemple, on peut en discuter. Vous voyez? Si moi je trouve que nous n'avons pas enfreint les droits de l'homme ici, et que vous dites que nous avons enfreint les droits de l'homme, on va commencer à discuter. On peut discuter longtemps. Oui, on peut parler de l'ingérence en ce moment-là. Alors qu'il y a une fédération internationale des droits de l'homme, où tous les pays sont partie prenante. Notre pays a ratifié son adhésion à cette affaire-là. Le respect des droits de l'homme, par exemple. Et à un moment donné, lorsqu'il y a des problèmes ici chez nous, liés aux droits de l'homme, si on nous dit, par exemple, vous avez enfreint les droits de l'homme, si nous disons non, on va nous brandir le traité. La RDC avait adhéré à tel traité. Donc, vous avez enfreint les droits de l'homme. Et maintenant, nous pouvons aussi dire, ah, c'est de l'ingérence, par exemple. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, cette notion est tellement discutable, on ne sait pas où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle se termine.
Et quelle ingérence on peut accepter, un pays peut accepter? Bon, je vous parlerai par exemple de l'émergence des droits de l'homme. Hein. Maintenant, on parle beaucoup des droits de l'homme. On parle même de la compétence judiciaire universelle. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, par exemple, la Belgique, c'est la Belgique qui avait commencé ça. La Belgique peut arrêter tout le monde, de tout pays. Et même dans un coin qui n'est pas la Belgique, et ramener cette personne en Belgique. On appelle ça la compétence judiciaire universelle. La Belgique s'est donné ce droit-là, de se mêler de tout, par exemple. Et la Belgique a fait des émules. Il y a d'autres pays, la France aussi, d'autres pays européens, peuvent juger qui ils veulent. Mais nous n'avons jamais entendu au niveau de l'ONU les États aller à l'encontre de ça en bloc. Donc c'est qu'il y a un consentement tacite. Oui. Donc c'était discutable, hein. Ces notions sont vraiment discutables. Et quelle est l'ingérence qu'on ne peut pas accepter, qu'un pays ne peut absolument pas accepter? Moi j'en ai trouvé une. Lorsque les États-Unis d'Amérique, via son président, avaient voulu que les pays africains, par l'entremise de l'Union africaine, mettent dans leur constitution, par exemple, l'acceptation de certains comportements qui offusquent les traditions africaines. Je ne vais pas les citer des trucs parce que je vais me faire taper dessus. Il y a des choses, par exemple, les pays africains ont dit non. Ça va à l'encontre de nos traditions. Ce mode de vie-là, c'est chez vous. Oui, par exemple, ça, c'est de l'ingérence que je ne trouvais pas bien. C'était pas bien, ça. Dans les domaines électoraux? Oui, bon, comme il y a cette notion d'observateur, on me demande comment faire. Lorsque vous appelez les observateurs, c'est déjà de l'ingérence. Ils doivent observer quoi? Oui, vous dites, venez observer. Et vous faites un rapport après. Vous appelez les gens à l'ingérence. Oui. Et le financement des élections, c'est de l'ingérence. Lorsque vous dites, on doit financer nos élections, c'est de l'ingérence que vous permettez. Ce n'est pas votre dernier ouvrage, à ce que j'ai. Oui, j'ai 2 autres en friche. J'ai un qui est déjà chez l'éditeur à Paris. Il est intitulé « L'intérim du chef de mission dans une ambassade ou dans un poste consulaire ». La motivation. La motivation, c'est toujours lorsqu'on viole les textes de base. Donc on a eu à violer ça au niveau de notre ambassade à Libreville. Non, 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 de toutes nos ambassades. Presque. De toutes nos ambassades. On viole ça. Alors je me suis dit, ça m'a donné des idées. Et je vais écrire là-dessus. Et puis après, il y a un autre qui va sortir à la fin de l'année, toujours relié au comportement de nos droits pénal. Je me suis posé la question de savoir, est-ce une privatisation de facto des ambassades et consulats de la RDC à l'étranger? Est-ce qu'on a privatisé? Est-ce que l'État s'est dessaisi de son autorité sur ces organes hautement spécialisés? Vous êtes posé cette question? Oui. Le livre, c'est un questionnement. Oui. Et la réponse? Non, non, je mets la matière à la portée. C'est un scoop pour Bio en télévision. je mets la matière à la portée de... Selon vous, alors? Oui. L'État privatisé? Oui, quelques comportements amènent à se poser la question. Lesquels, par exemple? Par exemple, un chef de mission qui croit que l'ambassade lui appartient. Alors qu'il y a des textes de base qui donnent comment gérer une mission diplomatique. Mais un chef de mission qui décide de passer outre les recommandations de la circulaire 004 ou du règlement d'administration de 1978 ou bien de la Convention de Vienne. Il fait ce qu'il veut, par exemple. Et un autre exemple? Un autre exemple. Mais ça englobe beaucoup de choses. Hein. Cet exemple-là, quand on nous dit le chef de mission fait ce qu'il veut, et l'impunité qui s'ensuit, on ne le punit pas. C'est-à-dire qu'ils se sont au-dessus de l'État. Et ce qui me fait très mal, c'est l'impunité. Alors qu'à l'époque, il y a 30-35 ans, à l'époque du président Mobutu, quoi qu'on lui reproche sur d'autres secteurs, il avait à l'œil la diplomatie. Sauf les 5 dernières années avant sa chute. Il avait l'œil. Un jour, le ministre Ngouza Karlibonde a même mis dans l'avion un chef de mission qui était mal habillé. Il est parti dans un pays, il a dit, vous montez dans l'avion, vous rentrez avec moi. Ah bon? Ah oui. Le président Mobutu a rappelé certains ambassadeurs qui maltraitaient leurs compatriotes dans les ambassades. Il suffisait que le service de renseignement fasse bien leur fiche, et ça arrivait chez le président, il punissait ces gens-là. J'ai comme l'impression qu'il y a un relâchement
On laisse ces gens faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis un formaliste. Un formaliste. Moi, j'aime le respect des règles et des lois. Je suis un respectueux des règles. Monsieur Kachadile, nous allons faire juste un résumé de cette émission. On a un nouveau chef de l'État en quelques lignes pour que nos téléspectateurs comprennent. Aujourd'hui, quels doivent être les axes prioritaires pour Félix Tshisekedi? Mais on en a déjà parlé, monsieur Oui, le oui, journaliste. nous sommes en train de chuter. Il y a d'abord l'axe sécuritaire. Les gens au sein du pays doivent être sécurisés. Et par la sécurisation, je parle des frontières communes avec des pays voisins, par exemple. Nous devons arriver à arrêter que des éléments extérieurs entrent chez nous facilement pour perturber la quiétude des Congolais. Oui, oui. Deuxième axe, c'est la diplomatie, donc l'étranger. Le pays doit être vendu agréablement à l'étranger. Et pour ce faire, il faut la restructuration de la diplomatie congolaise à partir du ministère des Affaires étrangères qui aura des effets à l'extérieur dans les ambassades. Donc, par exemple, au ministère, redonner la place du chef de l'administration, sa place d'antan, le secrétaire général doit être remis à sa place, être respecté et qu'il n'y ait pas empiètement de ses prérogatives par les membres du cabinet des ministres. Est-ce que vous pensez que si on réalise tout cela, la RDC va récupérer sa place dans les concerts des nations? Bien sûr, bien sûr. C'est lorsqu'on ne fait rien qu'on ne récupère pas. Mais lorsqu'on se dit, lorsqu'on fait quelque chose, c'est comme aujourd'hui, vous êtes dans votre maison, il y a le toit qui sointe. Vous regardez l'eau qui tombe sur les fauteuils, vous devez prendre des mesures. Et non, vous appelez un plombier, ou bien les gars qui font des charpentes, ils viennent, ils refont la toiture et l'eau ne va plus tomber. C'est comme ça. C'est pareil en diplomatie. Ça peut nous prendre combien de temps? 5, 10 Ça ans? dépend de la volonté politique. Le temps, il y a des gens qui ont réussi des choses en très peu de temps, à cause de la volonté. C'est la volonté qui détermine le timing. Hein. Si aujourd'hui, par exemple, on veut rafistoler une route, bon, selon les spécialistes de la chose, vous les appelez, vous disent non, il faut 1 mois. Vous leur posez la question, pour que ça soit moins d'1 mois, qu'est-ce que nous devons faire? Ils vont vous donner des pistes. Hein, vous allez vous dire, par exemple, nous allons travailler jusqu'à la nuit. Hein, nous allons avoir un personnel un peu plus fourni, ainsi de suite. Il y a toujours des solutions. C'est la volonté politique qui prime. Diplomate de carrière, écrivain, comment vous faites pour vous départager? Bon, je suis un homme très discipliné. Je ne suis pas dans la divagation, c'est-à-dire lorsque je quitte l'ambassade, au-delà des représentations festives ou en conférence ou en colloque ou en séminaire, eh bien lorsqu'on est invité par certaines structures, des institutions de l'État d'accueil, je passe tout mon temps à la lecture et à l'écriture. Je suis collé à mon laptop et je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Et je me donne le temps. J'ai des enfants qui me permettent de le faire. J'ai mes 2 fils qui sont comme moi, qui collaborent avec des radios étrangères. Moi-même, j'interviens beaucoup sur RFI. Quand on dit Pierre de Libreville, c'est moi, j'interviens pour des questions qui n'ont rien à voir avec la politique politicienne. C'est des questions d'ordre diplomatique liées par exemple aux hécatombes climatiques, des trucs comme ça. J'interviens beaucoup sur RFI. Il y a une toute dernière question. Je vous ai posé, avant de vous poser celle que vous venez de répondre. Aujourd'hui, quel doit être le cahier de charges que la RDC doit proposer dans les concerts des nations pour se faire respecter? Bon, on l'a déjà dit. D'abord, le respect vient du fait de la discipline. Vous savez, mon frère, lorsque vous n'êtes pas discipliné, vous allez appeler beaucoup de désordre. Nous devons d'abord montrer que nous sommes des gens disciplinés. Partout où nous sommes. Et surtout les officiels. Vous voyez, je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas frustrer certaines personnes. Mais je dis, nous devons discipliner. Discipliner. Par exemple, je donne l'heure de commencement. Par exemple, vous êtes une autorité, on vous attend à 10h, vous venez à 12h. Non, non. Ça démontre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre conception des affaires de l'État. Il faut respecter les rendez-vous. Et ça aura un impact sur le plan international. Par exemple, ce que j'ai dit, j'ai vraiment caricaturé. Hein. Je donne un simple petit exemple. Le respect de la parole donnée. Quand nous avons dit A, nous restons A. Il ne faut pas tanguer.
A, B, C, D, non. Le respect des choses auxquelles nous avons adhéré. Vous voyez? Le respect des contrats. Défendre son État avec l'idée que c'est mon État qui doit gagner avant l'autre. Pas l'autre qui va gagner avant nous. Oui. Et tout ça, lorsque nous changeons ces choses-là, le comportement, automatiquement, nous allons regagner notre place. Que nous avons perdu, pas nécessairement à cause de nous, hein, nous avons perdu ça à cause des autres qui nous envient. Oui, qui détruisent ce que nous construisons pour être bien chez eux. J'espère que vous avez bien répondu quand j'ai posé pour la deuxième fois cette question, par rapport à la raison pour laquelle j'avais même répété. Voilà. Monsieur Pierre Kachadi Lebukasa Mouteba, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Le Point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Alain Boma. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, parce que quand je sortirai le prochain livre, je reviendrai ici pour qu'on puisse tailler bavette. En tout cas, bon vent à privilèges, immunité diplomatique et consulaire. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement, avec un nouvel invité. Au revoir.